Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, ça ne tombera pas plus bas. Après 6 interminables années de récession, l'économie grecque va peut-être enfin afficher une croissance au troisième trimestre, plus 0,6%. Athènes veut y croire alors que son PIB a perdu 25% depuis 2008. Y a-t-il vraiment des motifs de satisfaction ou même d'optimisme? On voit cela dans un instant. Et puis les espoirs de l'Égypte entière se portent aujourd'hui vers la construction du deuxième canal de Suez. Les autorités ont trouvé le moyen d'en faire un véritable enjeu national. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont financer ce projet digne des grands travaux des pharaons. Mode d'emploi dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence par l'actu économique internationale et la Chine d'abord qui enregistre pour le mois d'août un nouveau record pour son excédent commercial, 49,8 milliards de dollars, plus 9,4% pour les exportations en rythme annuel à 208 milliards de dollars. On est au-dessus des prévisions, mais deuxième mois consécutif de recul pour les importations, moins 2,4% sur un an à 159 milliards d'après les douanes. Une baisse de l'import qui confirme l'hypothèse d'un ralentissement pour l'économie chinoise au troisième trimestre. Immobilier et production manufacturière déçoivent en ce moment, malgré les mesures de relance du gouvernement. On rappelle que la croissance était remontée tout de même à 7,5% au deuxième trimestre. Et en Allemagne aussi, l'excédent commercial s'envole à 28,7 milliards de dollars. Cette fois, il s'agit des chiffres du mois de juillet. En juin, on était à 21 milliards. Explication, ce sont les exportations allemandes qui poursuivent leur embellie, plus 4,7% et un nouveau record à 127 milliards de dollars. Les ventes en direction du reste de l'Europe notamment se portent bien. En parallèle, le total des importations a lui sensiblement diminué, moins 4,7%. La Tunisie espère restaurer la confiance des investisseurs. Tunis accueille à partir de ce lundi une grande conférence destinée à rassurer quant à ses perspectives économiques. 30 pays, des dizaines d'entreprises et une vingtaine d'institutions internationales, dont le FMI et la Banque mondiale, tous se verront présenter 22 grands projets pour plus de 6,5 milliards de dollars. Et parmi ces projets, un barrage ou encore un port à Enfida. L'équilibre politique, sécuritaire et économique reste précaire, on le sait, dans ce pays détonateur du printemps arabe. On écoute le Premier ministre. Je pense réellement qu'il y a un fort potentiel dans ce pays. Il y a quelques années de sacrifices. Nous devons sortir et nous avons travaillé sur la stabilisation, que ce soit macroéconomique. Nous avons travaillé aussi sur la réduction de déficit de budget de l'État. Mais vous savez, l'économie, c'est des cycles lents. On prend les décisions aujourd'hui, on en tire les bénéfices dans 2-3 ans. C'est comme ça. Allez, cap sur l'Asie. Shinzo Abe poursuit sa tournée en Asie du Sud. Après le Bangladesh et un accord d'investissement à 6 milliards de dollars, c'était le tour ce lundi du Sri Lanka. Petit État de 20 millions d'habitants, mais qui affiche une solide croissance, 6,3% l'an dernier. Tokyo va participer via un prêt à l'agrandissement de l'aéroport de Colombo, 330 millions de dollars. Les deux pays ont par ailleurs convenu d'un nouveau partenariat maritime pour contrer l'influence de la Chine. D'autres domaines de coopération s'annoncent également prometteurs. Le Japon et le Sri Lanka sont tous les deux de grands amateurs de riz et j'espère qu'il y aura une plus grande coopération dans le secteur agricole à l'avenir. De plus, la très efficace technologie japonaise en matière d'énergie et du charbon devrait bientôt être introduite au Sri Lanka. Et puis un détour par l'Afrique du Sud. Le vice-président Cyril Ramaphosa défend les droits des éleveurs blancs de gibier exotique comme l'antilope ou l'autruche. Ce week-end, une vente aux enchères a rapporté plus de 22 millions de dollars. Les fermiers sont convaincus des vertus de leur activité. L'industrie du gibier privé contribue substantiellement à la conservation. Beaucoup des espèces qui auraient été éteintes aujourd'hui sont en réalité protégées de l'extinction grâce à l'élevage des fermes de gibier privé. C'est un pays humilié qui s'apprête à tourner sans doute la page de 6 années de récession. La Grèce et son Premier ministre Antonis Samaras espèrent renouer avec la croissance avant la fin de l'année. Il faut dire que le PIB annuel a perdu un quart de sa valeur depuis 2008. Alors est-ce pour autant un vrai tournant? Plan de sauvetage, tutelle et puis l'austérité aussi imposée par ses créanciers. La longue crise économique n'est peut-être pas tout à fait terminée. Johanna Citruc. Le retour de la croissance. C'est ce qu'a enfin promis le Premier ministre grec après 6 années de récession. Un optimisme auquel la population ne s'attendait plus.
Nous sortons de la récession, nous sortons de la crise, l'ère des opérations de sauvetage se termine. Au premier et deuxième trimestre 2014, le déclin de l'économie grecque s'est atténué. Et sur l'ensemble de l'année, le PIB devrait augmenter de 0,6%. Une croissance à portée de main qu'Antonis Samaras envisage de stimuler par des baisses d'impôts. Objectif, assurer la viabilité de la dette publique du pays, qui représente plus de 175% de son PIB. Dans les prochains mois, la Grèce recevra pour la première fois une garantie officielle que sa dette est viable. Malgré le fait que la dette reste élevée, elle a commencé à diminuer concrètement pour la première fois. Mais pour certains experts économiques, toutes ces promesses ne sont pas réalisables. Grâce aux prêts de l'Union européenne, de la BCE et du FMI, d'un montant total de 240 milliards d'euros, la Grèce peut honorer ses échéances privées. En revanche, elle continue de s'endetter auprès de ses institutions. Et tôt ou tard, elle devra les rembourser. Pour cela, pas d'autre choix que de continuer une politique budgétaire restrictive, autrement dit, se serrer la ceinture. Voilà la rigueur qui a encore visiblement de beaux jours devant elle du côté d'Athènes. Alors comment interpréter cette amorce de retour de la croissance? En ligne avec nous depuis Paris, Thibaut Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste pour BNP Paribas et spécialiste entre autres de la Grèce. Alors une question simple d'abord, y a-t-il vraiment des raisons d'être rassuré côté investisseur? Est-ce que le plus dur est passé pour la Grèce? Probablement le plus dur est passé. Ça ne veut pas dire que tout va bien par ailleurs. Mais bon, mécaniquement, si vous voulez, quand une économie a perdu autant d'activité et que les conditions de la croissance sont restaurées, et c'est principalement la confiance dans le fait que la place de la Grèce est bien dans la zone euro, oui, le plus dur est passé et la croissance devrait effectivement faire son retour. Ouais, c'est difficile de redescendre plus bas encore. Alors pour expliquer cette tendance, un ralentissement de la récession, puis donc retour probable de la croissance, on peut dire que c'est avant tout grâce aux politiques de rigueur ou bien c'est aussi finalement conjoncturel dans le sillage de l'Europe? C'est lié au retour de la croissance, de la confiance, de manière plus générale. Je tiens vraiment à insister sur le fait qu'il y a encore quelques mois, quelques temps, il y avait un doute sur le fait que la place de la Grèce était dans la zone euro. Aujourd'hui, ce doute est complètement dissipé et ça, c'est quand même fondamental. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de réformes qui ont permis des gains de compétitivité, qui soutiennent les exportations. Et le tourisme notamment, c'est un vrai boom. Il y a vraiment un secteur d'activité qui est très dynamique cette année, c'est bien le tourisme. Et donc du coup, ça soutient l'activité, ça permet le retour de la croissance. Alors justement, vous en parlez du tourisme. D'après vous, qu'est-ce qui peut sauver la Grèce aujourd'hui? Son secteur donc, du tourisme qui bat des records, ça se résume surtout à ce secteur aujourd'hui? Vous savez, le tourisme, c'est un secteur, mais c'est un secteur ensuite qui a des répercussions sur l'ensemble de l'économie. S'il y a de l'activité dans les services touristiques, ça crée de l'activité pour d'autres secteurs de l'activité, pour d'autres secteurs de l'économie. C'est un effet un peu, si vous voulez, il y a des retombées positives pour tous les autres secteurs. Le tourisme et puis le transport, la place de la Grèce géographique fait que ça en fait un pays naturellement dévoué au transport. Les énergies renouvelables également sont bien positionnées en Grèce. Bon voilà, il y a plusieurs secteurs qui sont en activité et le tourisme en est le principal. Ouais, donc le tourisme, un petit peu le détonateur du retour de la croissance. Alors autre point d'interrogation, c'est cette dette, 318 milliards d'euros, 175% du PIB. Ça suffit vraiment, ce petit 0,6% de croissance, pour peser sur le désendettement? Non, ça ne suffit pas, mais maintenant c'est un début. 0,6%, ce sera certainement pour cette année. L'année prochaine, on peut s'attendre à une croissance plus robuste. Ce qui est important, je pense, dans cette histoire de dette, c'est de bien quand même faire la distinction entre le stock de dette, qui est effectivement colossal, d'un côté, et de l'autre côté, les conditions de son remboursement. La dette est colossale, mais en fait, la Grèce a beaucoup de temps pour rembourser cette dette et elle a des conditions qui sont extrêmement avantageuses puisque les créanciers officiels ont déjà accordé des taux d'intérêt qui sont très faibles et des échéanciers très, très longs. Donc en fait, si on regarde non pas le stock de dette, mais les flux, en fait, les flux de remboursement que la Grèce devra honorer, cette dette apparaît effectivement assez soutenable en dépit effectivement
d'un chiffre comme ça, à prime abord, qui est impressionnant. En tout cas, pas de nouveau plan de sauvetage à l'horizon. Merci beaucoup Thibaut Mercier pour toutes ces explications. Je vous en prie. Allez, second dossier de cette édition. Près de 150 ans après l'ouverture du canal de Suez, l'Égypte a entamé les travaux d'un deuxième canal parallèle. Il est censé revigorer la croissance et pour financer les 8 milliards de dollars d'investissement, eh bien, les banques du pays émettent en direction des citoyens des bons sur 5 ans à 12% d'intérêt. Une manière d'entretenir un vrai soutien populaire et aussi de s'affranchir de l'aide étrangère. On voit tout cela avec Éric Verdugo. Un projet pharaonique. Abdel Fattah al-Sisi a officiellement lancé début août la construction du nouveau canal de Suez. L'élargissement de 72 km et la rénovation de ce dernier devraient coûter environ 4 milliards de dollars. Cela permettrait à l'Égypte de doubler le trafic passant de 49 à 97 navires quotidiens alors que les temps d'attente passeront de 11 à 3 heures. Une grande partie devrait être financée par les investissements de la population elle-même. L'idée d'origine, à l'époque de Mohamed Morsi, était de confier le projet au Qatar. La décision du général al-Sisi en est tout autre. L'armée égyptienne assurera les travaux pour ce qui s'annonce être une réalisation 100% locale. Aucun investisseur ni de groupes étrangers n'y participeront. C'est bénéfique pour la population autant que pour le pays. C'est bénéfique pour les gens car l'intérêt est de 12%, ce qui est considéré comme élevé. Le retour est versé tous les 3 mois pour ceux qui ont payé plus de 1000 livres égyptiennes. Les intérêts pour les catégories qui vont jusqu'à 990 livres sont cumulatifs. C'est aussi bénéfique pour l'État donc, puisque cela contribue à la réalisation du nouveau canal de Suez. Les Égyptiens se ruent vers les banques depuis la semaine dernière pour acquérir des bons du canal de Suez. Ces investissements, synonymes de rente plus élevée que celle des banques, supérieure de 3%, est un bon moyen pour eux de placer leur argent dans une valeur sûre. Ces coupons représentent aussi à leurs yeux un soutien indéfectible à leur pays, une façon de participer activement au développement économique de l'Égypte. Je sens que je contribue au développement de notre pays. Alors que mes grands-parents ont construit le canal de leur sang et de leur sueur, moi j'y participe de la plus simple des manières, l'argent. J'y contribue pour mes enfants et mes petits-enfants comme si j'étais en train de creuser là-bas. Je suis un vieil homme, mais je ressens ça comme si je le creusais là-bas. L'ambition du pays est de relancer une économie en berne depuis la chute de Moubarak en 2011. Cela se traduit par une croissance de 2,3% sur l'année 2013-2014. Des chiffres encore trop faibles pour un pays dont la population ne cesse d'augmenter et qui est régulièrement sous la menace de coupures d'électricité. Voilà, en tout cas, on espère au Caire tripler d'ici 10 ans les revenus du trafic maritime. Et le Media Watch, c'est tout de suite. Et à la une de cette revue de presse, quand Goldman Sachs se met à la finance islamique. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors des obligations Soukouk pour la célèbre banque d'investissement. Effectivement, la semaine dernière, Goldman Sachs a dévoilé un projet pour émettre des Soukouk à hauteur de 500 millions de dollars. Alors des Soukouk, qu'est-ce que c'est ? C'est une obligation islamique, autrement dit un titre qui respecte les principes de la charia. La charia qui interdit donc la spéculation, les intérêts ou l'aléa, c'est-à-dire tout ce qui est risqué, tout ce qui est imprévisible. Résultat, la Soukouk a 2 particularités par rapport aux obligations plus classiques. La première, c'est que le propriétaire de Soukouk ne reçoit pas d'intérêt, mais une part de profit. Et la deuxième, c'est que son échéance est fixée à l'avance. Alors pourquoi ce choix maintenant pour Goldman Sachs ? Alors en fait, David, c'est assez simple. Depuis le début de l'année, le montant des émissions de Soukouk a atteint 86 milliards de dollars contre 75 milliards l'année dernière à la même période. En fait, la finance islamique prend tout simplement de plus en plus d'ampleur et résultat, tout le monde veut sa part du gâteau. Alors autre chose, Joanna, toujours aux États-Unis, la chef d'entreprise la mieux payée était auparavant un homme. Oui, il s'agit de Martine Rothblatt qui a 59 ans. C'est la fondatrice de l'entreprise biomédicale United Therapeutics et également la cofondatrice de Sirius, un opérateur de radio numérique. L'année dernière, elle a remporté plus de 38 millions de dollars. C'est donc la chef d'entreprise la mieux rémunérée
préféré des États-Unis. Mais comme nous l'apprend le New York Magazine, jusqu'en 1994, Martin s'appelait Martin. C'était un homme et il y a quelques années, pour relater son histoire, elle a décidé d'écrire un livre qui s'appelle « L'apartheid des sexes, un manifeste pour la liberté de genre », un ouvrage dans lequel elle profite de son expérience, d'abord en tant qu'homme et ensuite en tant que femme, pour pointer les inégalités de salaire entre les deux sexes. On peut dire qu'il ou elle est allé au bout de son idée. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Au programme notamment Alibaba et puis la réponse de Moscou aussi aux sanctions de l'Occident. Restez avec nous, l'info revient tout de suite.